Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes à nouveau avec vous. L'aventure, vous le savez, elle dure 90 minutes. Et aujourd'hui encore, on va puiser dans notre culture si riche pour vous en ressortir des proverbes à la sauce Marie. Vous ne perdrez rien à patienter. Puis, on fera un détour sur la toile pour vous en ressortir les images drôles, les vidéos sarcastiques, tout ce qui fait jazzer sur Internet. Mylène Fanou a tout vu pour nous sur le net. Le talk aujourd'hui se penche sur la question du trafic d'enfants, un mal à la peau dure dans notre pays. Certains de nos compatriotes en sont même arrivés à l'exporter. Tenez, 6 d'entre eux sont actuellement écroués dans une prison brassavilloise depuis 1 an pour ce délit. Mais alors, pourquoi cet entêtement bovin, malgré toutes les sensibilisations qu'il y a autour du phénomène? On fait le débat. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue. La parenthèse est ouverte. Alors, vous le savez, depuis hier, c'est la minute de l'humoriste qui nous aide à démarrer cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes avec le De Jésus Comedy Club de Jésus. Rebecca Kenyan, bonjour. Bonjour Herman Amégan, bonjour aux téléspectateurs. Ce nom te rappelle quelque chose? De Jésus, Becca de Jésus. Alors, on est avec, je ne veux pas dire tes frères dans la foi. Dans le Christ. En tout cas, on est avec tes frères, le De Jésus, voilà, j'y arrive enfin, Comédie Club, qui nous offre ce sketch intitulé Les débiteurs insolvables. Et on suit et on revient juste après. Bonjour papa. On est venu enlever votre moteur. Koi 23 factures impayées. Parfois, ça me dit, on peut papa qui est garé. Toi, tu veux tuer l'État? Tu dois 23 factures. Factures de quoi et tu ne peux pas payer. Parfois, ça me dit, on peut les cons. Moi, ils sont bénis. Quand toi, tu regardes, tu vois que c'est bon. Si toi, tu tues la société fournisseur d'énergie, l'État va faire comment pour construire les routes? Si tous les citoyens sont comme toi, l'État va faire comment pour construire les hôpitaux? Après facture sous. Aujourd'hui, on va lever le compteur. Et c'est sans négociation. Je te le dis, c'est sans négociation. Le Robert Oldway. Ok, si tu n'as pas, je parle au lieu de me répondre, il ne répond pas. 23 factures, il ne veut pas négocier. Ça t'est dit. Comment? Aïe. 23. Facture, le coup 23. Hein? Ça rentre à un monde de Colombie. On va enlever ce compteur là aujourd'hui, papa. C'est ce que je te dis. Comment? Si tous les citoyens étaient comme toi, l'État va devenir quoi? Oui, tu connais tellement les bonnes choses. Tu connais les bonnes choses. Moi, ça va la vie de ouais. Et tu as fait la jouer. Hein? Voilà, ça va bien. Toi, tu as décidé d'engloutir la société d'énergie avec nous qui sommes ces agents. Adjoint Roumébi. Sinon, comment toi, tu peux devoir 23 factures à l'État? Comment l'État va construire les routes? C'est pas bon. Si et seulement si tu payais ta facture, on serait des amis. Hein, mais maintenant, l'Hollande, il y a. Hein? Bon, papa, je vais enlever le compteur et partir. Si tu oses toucher à mon compteur, hein, je vais te découper la tête. Comment ça? Vous devez quand même des factures, papa. Et si je dois les factures, je vais quitter ma maison. C'est toi qui as construit la maison. Ça fait 23 factures que vous devez, vous ne payez pas. Mais et après, si tu es garçon, touche à mon compteur pour avoir.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te battre. Et moi, je suis légalement envoyé par l'État. D'accord. Touche à mon compteur, tu vas voir. Comme il te maillonné, à nous facture de pour 23. Pourquoi on s'en va dire au colis comme moi, les gens sont bien. Tu parles du Wokoli. Ah, si j'ai d'Aomi, je vais laisser. Au moment où on a à quoi on ici, on connaît? On est. Papa, ça fait 23 factures payées. Mais ça fait 13 viandes aussi que tu as mangé, monsieur. Enlevez le compteur, on va voir. Attends. Enlève, tu vas voir. Enlève, tu vas voir. Tu veux t'appeler la police? Monsieur, enlevez le compteur si vous êtes là. Enlevez. Bon, Nanaï, moi je vais partir. C'est mieux pour toi. Je vais partir, mais je reviendrai. Oh. Je reviendrai. Je vais te découper en morceaux. Fais-toi un canoué. Ça veut dire quoi? Fais-toi un canoué. À nous facture pour 23. Au fond, ça va dire au colis. On y a où, hein? Allez, mon beau. Fais-toi un canoué. Je suis sorti de ma maison. Ça veut dire quoi ça? Le DGJU Comédie Club, entre-temps, ils nous ont rejoint Mylène Fanou. Mylène, bonjour. Bonjour Raymond, bonjour aux téléspectateurs. Et l'invité Bonjour de- Rebecca, Rebecca de Jésus. Bonjour Mylène. Et l'invité donc de Rebecca qui est également avec nous. On aura le temps de le présenter. Mylène, j'espère que tu n'es pas... voilà, tu payes tes factures à bonne échéance Toujours, et que tu ne dois pas 23 factures. pas du tout, même pas une seule facture. Je suis une bonne citoyenne moi. Mylène, est-ce que tu diras le Je contraire suis ici? à la télé, je paye toujours mes factures. Rebecca, tu as combien de factures dans le tiroir? Tu es sûr? Ah ouais, très sûr. Très sûr. Alors, payez vos factures à bonne échéance. C'est tout cela donc, qui aide, on va dire, l'État dans la réalisation des différentes missions qui lui donc, qui sont assignées à l'État. Alors, c'est la leçon qu'on peut tirer donc, de ce sketch qui vient de passer. Et justement, on va apprendre d'autres leçons. Et le leçon d'ici, c'est avec Miss Kendiaouli. Rebecca? Eman, leçon d'ici, on a démarré depuis hier avec les proverbes du Bénin. On vous l'a dit, c'est cette rubrique-là où on parle des proverbes du Bénin et on vous donne aussi la leçon à tirer. Alors, hier, on était dans le zoo, plus précisément dans le département, plus précisément à Abomey. Oui, j'y arrive. Aujourd'hui, nous sommes avec les maris. Mylène. Ah Ça oui, explique il y en si a bien ma une présence sur le ici. plateau. Ah oui, il y en a une ici qui se reconnaît si bien Une dans fausse, cette ère Une culturelle. vraie Marie. En tout cas, on va voir tout à l'heure, Eman. Bon, vous Aujourd'hui, savez, pour en parler. les marquis, ils ont une particularité, c'est que leur fond est d'une rare finesse. Voilà, un on va peu comme le fond demander. d'Abomey. Est-ce qu'on lui demande de. Enfin, pas le fond, mais bon, leur langue, le mari est d'une rare finesse. Est-ce qu'on lui demande de faire un exercice ici? Oui, oui. La oui, oui. langue autorisée sur ce plateau est le français. Oui, Le seul oui, à avoir la permission, qui a la permission de parler une autre langue, c'est le professeur. Et Non, Regardez. mais pas du tout. On veut parler des proverbes et on ne va pas évoquer les proverbes en français. Rebecca, je te suis tout oui. Alors, pour en parler, aujourd'hui, nous sommes avec Dr Marcelin Loubegnon. Bonjour. Bonjour Rebecca. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, merci d'être sur ce plateau ce matin. Oui. Alors, professeur, quand je dis le charognard affiche du dégoût à la vue d'une dépouille d'animal. Le charognard affiche du dégoût à la vue d'une dépouille d'animal. Vous pensez à quoi tout de suite? Bon, je commence par vous remercier pour l'invitation. Et je ne suis pas, vous me le permettez, je ne suis pas professeur, je suis docteur, parce que enseignant que je suis à l'université, c'est vraiment hiérarchisé. Bien sûr. Voilà, Il faut respecter les grades. les grades. Voilà. Rassurez-vous, tout doucement, vous serez aussi professeur. Enchanté. Donc, nous sommes authentiquement en pays Mahi. Je suis Mahi de la région des collines, précisément de Savalo. Waouh. Le 15 août, c'est bientôt, hein? Bon, si Bon, c'est Covid vrai permettait, qu'on est en temps de coronavirus, mais on peut délocaliser tout à fait. la fête chez vous. Il n'y a pas de souci pour ça. Pas du tout. Donc, je reviens à Rebecca. Le charognard affiche du dégoût à la vue d'une dépouille d'animal. En pays Mahi, ça se dit simplement Aklasu mon sande o hoko. Aklasu mon sande o hoko. Docteur, on va faire l'exercice. Les chroniqueurs vont répéter. Mylène? Bon, vous pouvez reprendre juste pour moi. Aklasu mon sande o hoko.
Aklasu Mosonde Sanunde Bohoko. Bohoko. Bohoko, c'est ça, non? C'est bien ça. Aklasu Mosande Bohoko. Vous n'allez pas me demander de faire Évidemment, On te le vas-y, demande. on t'attend. Professeur, Avec vous pouvez impatience en continuer. plus. Voilà. Ce proverbe peut se dire, hein, pour remonter le moral à quelqu'un qui se sent affaibli ou qui se sent méprisé ou isolé dans une situation où il est en chute, il se sent abandonné, il n'est pas sur ses deux pieds. Non, il est affaibli. Donc, quand on dit ça, ça lui remonte un peu le moral. Maintenant, je peux passer à un petit commentaire sur le proverbe. En fait, la leçon à retenir de ce proverbe, c'est qu'on n'a pas besoin de traiter quelqu'un de haut. Le sous-estimer, par exemple, lorsqu'on aura besoin de lui dans d'autres situations de la vie. Aujourd'hui, le charognard repu trouve la charogne et détourne la tête. Or, il ne vit que de charogne de dépouille. Donc, en situation d'abondance, du moins, ne méprisez pas les autres. Ne pensez pas que vous n'aurez plus jamais besoin d'eux. En fait, c'est la leçon à tirer fondamentalement de ce proverbe. Mais alors, est-ce que, tu permets, Rebecca, est-ce que ces proverbes sont toujours d'actualité? Oui, ces proverbes sont d'actualité. Nous sommes dans un monde qui se libéralise davantage, où ceux qui ont de petits moyens tentent toujours de s'arroger ou de ne pas faire attention à leur entourage. C'est ça. Donc, dans des situations où l'autre, il est nanti, l'autre, il n'a pas besoin forcément de toi. Aujourd'hui, il ne pense pas que le pauvre, l'indigent ou le faible sera une nécessité pour lui dans certaines situations de la vie. Il a besoin de quelqu'un qui est plus faible, moins nanti que lui, pour pouvoir faire la vaisselle dans sa maison, pour balayer sa maison, pour arranger les choses. Donc, la situation d'abondance, la fortune ne doit pas nous conduire à chosifier, à ne pas donner de la valeur à son alter ego. Tout ceci pour dire qu'on a besoin de l'un et de l'autre à chaque fois. À chaque fois, À chaque fois. quel que soit le palier sur lequel on se trouve. D'accord. Alors merci professeur. On y va avec le second proverbe. Même si l'on a la viande de buffle dans l'assiette, on peut aussi se donner le plaisir de chercher à manger la viande de la tourterelle. Même si l'on a la viande de buffle dans l'assiette, on peut aussi se donner le plaisir de chercher à manger la viande de la tourterelle. Tout à fait, Rebecca. Leçon sûre et exercice bien fait. Alors, en manquant. En mahi, ça se dit simplement et non doit bolandoué. Chobono yi hwando khole do panta. Bon, ça, c'est Monde qui nous répète Et ça. non do khole do panta. Ah, tu vois. C'est un peu ça et quand nous retournons à la source. On peut reprendre encore pour les téléspectateurs. Et non do à bolandoué. C'est le bœuf. Chobono yi hwando khole do panta. Hein? Est-ce que ça, c'est pas quand même de la gourmandise? Pas forcément. Pas Tu es en forcément train de la mettre de la viande de gourmandise. bœuf au lieu de laisser la tourterelle tranquillement se poursuivre son Ou chemin. peut-être Non, donner de la valeur aussi à la tourterelle. Voilà. Chercher à manger sa viande, c'est lui donner de la valeur. peut-être mettre ça au Varier frigo son aussi. Hein. alimentation, Tout à c'est fait. aussi bien. Tout à fait. Donc, dans quelles circonstances on peut utiliser, ou du Ce moins, proverbe. cela voudra dire quoi? On peut dire ce proverbe lorsque la personne, quelqu'un se montre très suffisant, autosuffisant, il n'a besoin de personne. Hein, il se dit, bon, j'ai l'essentiel pour moi. Le reste, bon, tant pis. Hein, qu'est-ce que je vais chercher auprès de qui? Non, c'est pas bien. Donc, c'est dans ce contexte-là
que le petit, le faible, peut dire ah, et kanodo, à bolando et chobono yihwando, kuledo, à panta. C'est une manière de lui dire fais-moi un peu attention aussi. Accorde-moi un peu de la valeur, de la considération. C'est ça. Donc, on éprouve parfois le plaisir de se confondre au plus petit que soi. Autrement, se rapprocher de quelqu'un qui n'est pas socialement son égal ne veut pas dire qu'on se rabaisse. C'est de la valeur. N'est pas égal à soi. Quels sont les critères généralement qu'on prend pour pouvoir savoir si quelqu'un, cette personne en face de moi n'est pas égale ou est égale à moi? Bon, c'est plus la société et le niveau social. Aujourd'hui, quelles sont les valeurs sur lesquelles on se mesure socialement? L'argent, le matériel. Or, la vie n'est pas que matériel, la vie n'est pas que l'argent. Mais alors, docteur, certains pourraient penser que ce proverbe, c'est une forme d'apologie, on va dire, à la gourmandise, parce que vous êtes en train de manger, vous n'avez pas fini ce que vous êtes en train de manger, mais vous visez déjà ce qui est en train de... Voilà, ce que vous n'avez pas encore. Ça peut s'apparenter quand même à de la gourmandise. Non, c'est vu sur le plan plus ou moins matériel. Or, la quintessence même de ce proverbe est plus morale. C'est plus moral. Faites attention à ce qui se passe à côté de toi, surtout ceux qui sont un peu faibles à côté de toi. C'est ce que le proverbe tient à insinuer à des gens qui sont d'une certaine arrogance, qui ne disent pas son nom. Je dirais que les deux proverbes se rejoignent. Se rejoignent. Voilà, okay. C'est à dessein. D'accord. C'est à dessein. La leçon à tirer pour les téléspectateurs. La leçon à tirer, c'est qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Tout court. Tout court. Eman, Mylène. Oui, alors, professeur, enfin, pas professeur, c'est un vœu pieux. C'est un vœu pieux. Docteur, dites-nous, on sait que dans nos coutumes, dans nos traditions, on fait usage des yeux, des gestes. Quand vous êtes au salon, il y a un invité pendant qu'on était encore un peu plus jeune et que maman vous fait les yeux, vous savez en même temps que vous devez disparaître. Tout à fait. Ou quand vous donnez de l'argent, on vous tend le billet, oui. Maman vous envoie le regard, vos regards sont parallèles, vous comprenez déjà le message. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, dans l'éducation, on fait usage de ces proverbes-là pour les enfants? Est-ce que les enfants ne sont pas quelque peu étrangers à ces proverbes-là que nous sommes en train de décortiquer sur le plateau? Cela dépend. Ça dépend du cercle familial. Je ne veux pas être spécifique, mais je parie que dans ma petite arène, ça a encore sa valeur. C'est peut-être parce que je tiens beaucoup à la culture, à la chose culturelle, que ça se passe ainsi. Si nous nous en tenons simplement à ce que l'éducation scolaire, universitaire, nous donne comme rudiment pour évoluer dans la société, je te rejoins. Alors, dans une civilisation de plus en plus portée vers, on va dire, l'éducation occidentale, où on pense que quand on est alphabétisé en français, c'est signe, on va dire, de réussite ou signe d'aisance, et lorsque l'enfant naît, plutôt que de lui parler la langue maternelle, on se met à lui parler le français. Ah, ça va, oui. On se met à tout va, lui parler le français. À un moment donné, l'enfant ne comprend pas du tout sa langue maternelle. Il ne peut jamais se laisser pénétrer par ces proverbes. C'est ce que je viens de relever. C'est le cercle familial. Quoi qu'on fasse à l'école, dès que l'enfant revient à la maison, mettez-le qu'il aille à la source de ses origines. Il doit savoir d'où je viens, qu'est-ce qu'on fait chez lui, ainsi de suite. Excusez-moi beaucoup, mon entourage le sait. Ceux qui sont en train de me regarder à la télé savent de quoi je parle. Je suis Mahi de Savalou. Venez chez moi, vous allez comprendre. Alors, on a bien envie... oui, si tu as une question. Je pense effectivement, c'est l'éducation à la base. L'éducation, déjà, elle commence à la maison. Moi, j'ai rencontré des enfants qui comprenaient à la fois le français, le yoruba, le mori et le fon. Tu t'imagines? Le mori bien mieux que moi, des enfants en plus. Et quand tu vas chez eux, aujourd'hui, soit c'est le yoruba, le lendemain, soit c'est
c'est le mari. Et puis, parfois, avec des camarades, c'est le fond. Donc, c'est bien normal que déjà l'enfant, dès le bas âge, comprenne autant de langues que Oui, possible. oui. Bon, déjà, moi, j'ai envie d'écouter encore une fois le mari. Donc, docteur, vous allez vous adresser en 30 secondes à la communauté mari, quand même. Et oh, mais Jérémy, nous connaissons mes fonds gagnants. Oh, mais on va faire un médium, mais on va logo. Les nos deux logos, nous essayons tout au moins. Et quand on a zédaï, de l'ossin à Paris. Bon, nous prenons maintenant ton si mes gagnants. Et ouais, et yo mi bon mi ado hodo lo o ego do fi e ho me din ndiro mi kana tempombo gbe mi ton e yo mi na so yan mi na hendoka mi ze gbe mi ton yan mi ze rondo menu mi ton bikuyene. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur Marcelin Loubignon. Merci pour les réponses à nos questions. Merci beaucoup. On espère vous revoir par ici. Je suis à votre Très disposition. bientôt, en plus, hein. Je suis à votre disposition. En tout cas, moi, j'ai été séduit. Merci beaucoup. Allez, bon retour, professeur. La parenthèse va se poursuivre. On va parler cette fois-ci santé, mesdames. Vous aimez la santé, n'est-ce pas? Il faut- Évidemment, Sans la on santé, est en on bonne ne serait santé. pas là. Sans la santé, on ne sera pas là. Alors, on parle d'un sujet assez particulier. Santé aujourd'hui s'intéresse à la maladie de l'achalasie. Qu'est-ce qu'il faut, on va dire, qu'est-ce qu'il faut entendre par cela? Alors, Mylène, la maladie de l'achalasie, est-ce que tu en as déjà entendu parler? Brièvement, je sais que ça touche la gorge, c'est bien ça. Oui, ça touche l'œsophage, ça touche la gorge. Rebecca, est-ce que tu en sais quelque chose? C'est comme Hélène, j'en ai entendu brièvement. J'attends le spécialiste qui va Nous en parler. nous en parler davantage. C'est son domaine, effectivement. Donc, on prend nos stylos et puis on prend note. Oui, on prend nos stylos et puis on prend note, mais justement, on va laisser donc la parole à notre spécialiste du jour. Lui, donc, qui connaît si bien cette science, il est avec nous, c'est le docteur Martin Sopon. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur le plateau de la parenthèse. Je vous remercie également, c'est un plaisir partagé. Alors, dites-moi, vous êtes hépato-gastro-entérologue au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Kutukumaga. Dites-nous, qu'est-ce qu'on entend par la maladie de l'achalasie? Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais dire que l'achalasie, c'est une affection rare. C'est une affection rare dans le monde. En France, il est décrit à peine en 2 pour 100 000 personnes. Alors, chez nous au Bénin, on n'a vraiment pas de chiffres en population. Il faut dire qu'un de nos collègues, le docteur Villon, en 2014, a fait une étude qui a montré qu'il y avait une prévalence de 0,2%. Alors, avant vraiment de répondre à la définition de l'achalasie, je voudrais dire que c'est un trouble moteur primitif qui se produit au cours des phases de la digestion. Et donc, il faudra comprendre ce qui est normal avant de faire la part entre ce qui est anormal. Qu'est-ce qui se passe dans la digestion? Quand nous finissons la mastication, donc la phase buccale, le bol alimentaire doit poursuivre son chemin, donc de l'œsophage pour atteindre l'estomac. Alors, il y a des mécanismes pour que cela se fasse. Donc, il y a une contraction des muscles au niveau œsophagien qui propulse le bol alimentaire jusqu'à ce que ça vienne au niveau du bas œsophage. Là, il y a un orifice qu'on appelle le cardia qui donne la transition entre l'œsophage et l'estomac. Mais à ce niveau, il y a des structures anatomiques qui permettent le bon fonctionnement de cet orifice-là, notamment le sphincter inférieur de l'œsophage. Alors, donc, quand le bol alimentaire arrive à ce niveau, il faudrait que ce sphincter inférieur de l'œsophage se relâche pour permettre la déglutition, pour laisser le bol alimentaire descendre dans l'estomac. Et après, le sphincter se contracte à nouveau pour fermer ce cardia, pour que ce qui est dans l'estomac ne remonte plus dans l'œsophage. Sur ces images? Oui, exactement. Un peu comme ce que vous avez sur l'image. Donc, vous avez l'œsophage. Et puis après, là, entre la jonction entre l'œsophage et l'estomac, effectivement, c'est le cardia, là où c'est effilé avant la grosse poche. Donc, de façon physiologique, c'est comme ça que ça se passe. Alors, pendant la maladie de l'achalasie,
Il faut dire que ces deux mécanismes sont affectés. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un défaut de contraction au niveau des muscles de la paroi ésophagienne. Premier élément. Et deuxième élément, pendant que le sphincter inférieur de l'œsophage doit se relâcher pour permettre la déglutition, ce sphincter ne se relâche pas, donc il n'y a pas de relaxation du sphincter pour permettre la déglutition. Et donc, le bol alimentaire stagne dans l'œsophage. D'accord. Le bol alimentaire restant dans l'œsophage, le sujet, l'organisme évidemment cherche à combler le vide. Donc, l'œsophage, qui est un tuyau qui laisse passer le bol alimentaire qui doit tomber dans la poche qu'est l'estomac, l'œsophage s'adapte à cette situation et ça se fait comme un réservoir, d'où le nom de méga-œsophage. Donc, l'œsophage commence par grossir et ça va accentuer le cardiaque qui va se fermer davantage. Donc, c'est ça la calasie. Alors, on dit que les maladies cliniques, les manifestations cliniques de cette maladie sont nombreuses. Oui, les manifestations cliniques sont nombreuses, mais il faut dire qu'il y a un maître symptôme. Il y a un symptôme principal. Alors, le symptôme principal, c'est quoi? C'est la dysphagie. Qu'est-ce qu'on entend par la dysphagie? La dysphagie, c'est souvent des sujets qui relatent qu'ils ont des difficultés à faire la déglutition. Ils sentent que le repas s'arrête ou se bloque. Et cette dysphagie-là a une particularité. C'est-à-dire que cette dysphagie, elle est ancienne. Ça dure depuis de longues années. Généralement, c'est des sujets qui ont ce symptôme depuis plus de 10 ans. Et cette dysphagie, parce qu'elle est intermittente, c'est-à-dire ça vient, parfois ça part. Si elle était permanente, ils allaient venir en consultation plus tôt. Parfois, vous sentez que vous mangez correctement, parfois, le gène apparaît. Donc, ce qui fait que les sujets ne viennent pas en consultation, puisque ça ne vient pas au moment où ça disparaît, c'est vraiment intermittent. Et cette dysphagie prédomine sur les liquides. L'eau, les boissons ne passent pas, mais le solide passe. Simplement parce que le cardiaque dans le oui, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est paradoxale. Parce qu'en temps normal, on s'attend à ce que ce soit le solide qui s'arrête et le liquide passe facilement. Mais parce que cette contraction au niveau du cardiaque, c'est spasmé, s'il y a un poids qui descend, ça s'ouvre, mais le liquide, ça l'arrête. C'est ce qui se passe au fait. Alors, qu'est-ce qui Et donc, pour finir par rapport aux signes, puisque les aliments s'arrêtent, ça va s'accompagner de vomissements. Le sujet, il mange, après il rend tout ce qu'il a mangé intégralement sans digérer. Les aliments sont rendus de façon intégrale. Alors, dans ce processus, souvent en position couchée, on peut avoir des toux parce que le liquide va descendre dans les poumons, des problèmes respiratoires. Et puisque le sujet ne s'alimente plus correctement, il va perdre du poids, donc l'amaigrissement. Et c'est à ce stade, malheureusement, que les patients viennent à nous. Et généralement, quand ils viennent, il faut faire ce qu'on appelle l'endoscopie digestive ou autre pour aller voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Il faut dire que les examens de référence pour pouvoir confirmer ce diagnostic, c'est la manométrie ésophagienne. Malheureusement, on n'en a pas encore au pays. Wow. On espère qu'à l'avenir, on aura les explorations fonctionnelles chez nous. Alors, qu'est-ce qui peut entraîner justement cette maladie? Est-ce qu'il y a des habitudes, des usages malheureux qu'on a qui peuvent entraîner cette maladie? Bon, jusqu'à ce jour, il faut vous dire que la cause est inconnue. Jusqu'à ce jour, il n'y a vraiment pas de cause de la calasie. C'est vrai qu'il y a des facteurs qui sont indexés, notamment des facteurs génétiques. Des cas d'acalasie familiale ont été démontrés. En dehors de cela, il faut dire qu'il y a aussi des causes infectieuses, notamment virales. Par exemple, le virus varicelle zoster virus, herpès simplex virus, ou bien le virus de la rougeole. Et également, il y a des facteurs immunologiques. Donc, l'organisme du sujet à lui-même fabrique des auto-anticorps circulants qui sont dirigés contre ce qu'on appelle le plexus d'Auerbach, par exemple. C'est un plexus nerveux qui intervient dans la contraction musculaire œsophagienne. Alors, est-ce que les remontées gastriques peuvent être des signes avant-coureurs? Oui, quand vous dites remontée gastrique, nous, on va le traduire en jargon médical, régurgitation, puisque ça ne passe pas. Vous savez, ça va repartir, ça remonte au niveau du carrefour aérodigestif, ça peut passer dans les bronches, ça peut revenir à la bouche. Donc, ça fait partie des signes qui accompagnent ce genre de symptômes. Dès qu'on sent, on va dire, le moins de malaise dans ces circonstances, le mieux, c'est d'aller consulter. Mais est-ce que lorsqu'on consulte un peu plus tôt, est-ce qu'on a des chances d'en guérir?
Oui, au fait, j'ai dit dans les signes tout à l'heure que le signe dominant, c'est la dysphagie. On sent que les repas s'arrêtent. Donc, si en temps normal, quand on mange, le bol alimentaire doit descendre là où ça doit aller, donc dans l'estomac pour poursuivre sa digestion, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans la gorge, peu importe le symptôme, c'est mieux de venir voir le spécialiste. Et aujourd'hui, on a un examen qui nous permet, avec une caméra, de visualiser tout le tube digestif. Donc, s'il y a quelque chose qui bloque dans la lumière, on vous dira. Et en ce moment, vous avez vraiment de fortes chances. Même si c'est la chalasie, on a les moyens de prendre correctement en charge. L'examen fait mal quand on envoie l'appareil à l'intérieur pour pouvoir voir ce qui se passe. C'est comme ce qui se passe sur les images là. Oui, ça c'est un malade qu'on a essayé de dilater, qui a effectivement la chalasie. Bon, là, vous êtes déjà passé pratiquement à la dernière étape parce que là, ça passe déjà. Un peu avant, ça ne passait pas, donc il fallait ouvrir pour pouvoir... Là, je pense qu'ils sont en train de faire la dernière technique dans la chalasie, ce qu'on appelle la poème. C'est une myotomie endoscopique, c'est ce qu'ils sont en train de faire là sur cette image. Malheureusement, on n'a pas encore cette technique-là chez nous. Malheureusement. Oui, Malheureusement. je vais revenir tout à l'heure sur le traitement. Alors, je vais répondre à la question de Madame la journaliste par rapport à l'endoscopie œsogastrique. Pour dire, ça ne fait pas mal. C'est vrai, ça ne fait pas mal. C'est une illusion de penser que ça fait mal. C'est désagréable, c'est le vrai mot, au fait. Parce que si c'est des repas que vous envoyez, vous sentez rien, au fait. C'est la même chose. C'est un tuyau, c'est plastique. Ça fait environ 6 à 8 mm de diamètre. Puisque c'est un corps étranger, vous sentez que ça vous passe dans la gorge. C'est cette sensation-là, au fait. Et vous avez envie de vomir. Alors, si on explique correctement le geste, on parle avec le malade. Moi, je fais cet examen en 3 minutes. Pas plus de 3 minutes, 3 à 5 minutes. Donc, tu discutes correctement avec le malade et puis généralement, ça se passe bien. Maintenant, si le sujet est trop stressé, ne veut pas, il y a des moyens de sédation aujourd'hui. On endort légèrement et puis on fait passer le tube. Mais il faut dire, partout dans le monde, c'est le seul examen qui permet de visualiser ce genre de choses. Donc, on n'a pas encore une autre alternative. Rebecca? J'écoutais le docteur avec une attention particulière. Moi, je voudrais savoir, est-ce que quand on a souvent mal à la gorge, on parle de l'angine, hein, je crois. Est-ce que, souvent, nous, on dit c'est l'angine, mais est-ce que ça peut être autre chose pendant qu'on soigne l'angine? Oui, quand vous avez mal dans la gorge, si c'est une angine, ce n'est pas le gastro-entérologue qu'il faut voir, c'est l'ORL, l'otorhino-laryngologiste qui s'occupe de la sphère ORL. Mais il faut dire que ça peut être ce que nous on appelle une odynophagie. Odynophagie, ça veut dire déglutition difficile. Alors, docteur, il y a un peu trop de termes En fait, savants. j'ai expliqué ce que c'est. C'est une déglutition difficile. Alors, déglutition, Donc, déjà, on ne sait pas. Quand on ne on sait pas avale, faire quand votre vous avalez et vous sentez une douleur, quand vous avalez, là, c'est l'œsophage. Donc, il faut venir vers le spécialiste pour savoir. D'accord. Donc, on va dire l'essentiel. Sinon, le geste simple à avoir, c'est d'aller consulter le médecin dès lors que vous avez des signes. Mais alors, comment traite-t-on justement cette maladie? Voilà, il faut dire que la chalasie, il y a des traitements qui ont vraiment prouvé leur efficacité. Je ne vais pas m'attarder sur le traitement médical parce que c'est moins efficace, ça ne marche pas. Je vais plutôt parler des traitements qui aujourd'hui sont reconnus de par le monde, dans le monde scientifique et qui ont vraiment prouvé leur efficacité. Notamment en tant que gastro-entérologue, je commence par les traitements qui sont de notre ressort et c'est la dilatation endoscopique. Alors, qu'est-ce qu'on appelle dilatation endoscopique? Avec notre gastroscope, on va rentrer par la bouche, bien sûr, sur le trajet du bol alimentaire. On arrive au niveau de l'œsophage. Wow. Puisque je vous ai dit ça ne passe pas, généralement, il y a du liquide et des aliments dans l'œsophage. Wow. Donc, on prend le temps de vider tout ça et après, on va faire passer un fil guide à travers le canal opérateur. En fait, c'est peut-être désagréable, mais c'est un peu comme on fait un curage de carnivore. Oui, au fait, pour faire ça, le malade est endormi. Rassurez-vous, on ne laisse pas le sujet. Le malade est endormi pour plusieurs raisons. Pour le confort de ce qu'on veut faire et pour éviter que, dans des efforts de vomissement,
qu'il envoie des aliments dans ses poumons pour faire ce qu'on appelle un syndrome de Mendelssohn. Donc, on prend les précautions. C'est un malade endormi et on fait le syndrome de Mendelssohn. Donc, le malade étant endormi, on travaille dans toute tranquillité. Donc, on va aspirer, on vide l'œsophage déjà de son contenu et puis on fait passer un fil guide à travers le canal opérateur de l'endoscope. Puisque le fil est fin, ça va passer la sténose au niveau du cardiaque. Donc, on descend le fil jusqu'à l'estomac et après, on va monter maintenant notre ballon sur ce fil guide. Et puis, on va passer au niveau du cardiaque qui est spasmé. Et on s'arrête à ce niveau, au niveau du cardiaque. Et maintenant, on met de l'air dans le ballon. Il y a des ballons pneumatiques donc, qui prennent de l'air. Il y a des ballons hydrostatiques qui prennent de l'eau. Et pour la calasie, c'est des ballons de diamètre 30 à 40 mm. Donc, c'est de gros ballons. On va gonfler à ce niveau-là. On reste sur la position pendant 1 minute et pour pouvoir dilacérer les muscles à ce niveau. Donc, on répète la technique 2 à 3 fois et puis on s'arrête. Après, on voit que ça saigne. Quand on finit ça, finalement, on passe l'endoscope facilement, on n'a plus de résistance. Alors, cette technique, dans 80%, ça marche. Le seul bémol, c'est qu'il y a des risques de récidive à 2 ans sur un malade sur 3. Et il faut aussi peut-être répéter la technique au bout d'1 mois. Mais généralement, ça marche. Jusque-là, je pense que j'ai une dizaine de séries que j'ai dilatées. Et je n'ai pas eu à reprendre une autre fois. Donc, ça va bien. Alors, l'autre méthode de prise en charge, c'est chirurgicale. Et là, c'est les chirurgiens qui le font par voie cœlioscopie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sectionner le sphincter inférieur de l'œsophage. Et c'est la technique qu'ils utilisent, on appelle ça la cardiomyotomie de Heller. Alors, la dernière technique dont je veux parler, qui n'existe pas encore chez nous, et c'est ça qui est validé, c'est ça qui a vraiment prouvé sa suprématie sur les autres techniques, c'est ce qu'on appelle la POEM. C'est la myotomie endoscopique. Aujourd'hui, les gastro-entérologues qui font de l'interventionnel, avec toujours notre gastroscope, on va faire un tunnel dans l'œsophage. Wow. On creuse le tunnel dans l'œsophage jusqu'à avoir accès au sphincter inférieur de l'œsophage avant de le sectionner. Et c'est la meilleure technique, plus de 90% de guérison. Alors, docteur, pour finir, comment prévenir cette maladie? Alors, comment prévenir? Puisque je vous ai dit qu'il n'y a pas de cause, donc ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'au moins de symptômes au niveau œsophagien, il faut venir consulter. C'est ce que je vais dire. Oui. Au moins de symptômes. Avoir ce réflexe de toujours venir consulter le médecin et cesser de minimiser les maux que nous avons souvent parce qu'on se dit, ouais, bon, ok, j'ai mal à la gorge, ça va passer, j'ai mal à l'œsophage, non, au bout de 3 jours, ça va passer. Quand je vais avaler une grosse pâte bien dure, ça va faire descendre la boule. Et juste pour plaisanter, est-ce que la calasie résiste à la bonne pâte? Lorsque vous envoyez au fond, est-ce que ça ne va pas dégager le conduit? La sténose est bien fermée pour envoyer une grosse boule, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Et si vous êtes accro des repas chauds, il faut éviter aussi parce que c'est un facteur de risque de cancer de l'œsophage. Le bon repas, il est chaud. La repas, pâte, elle n'est pas bien chaude. Moi, je n'arrive pas à la prendre. S'il y a des gens qui aiment avaler le repas chaud, vous savez que chez nous... Fasse attention parce que ce n'est pas intéressant. Souvent, j'ai l'habitude de dire... Avec les étudiants, vous m'excusez s'il y a des gens des Adja ici, quand ils avalent le repas chaud, ils regardent le toit et disent « Oh, tout roi !» Ça veut dire le toit est bien construit pour refroidir son repas. Ouais, docteur, merci. Merci pour ils ne seront pas d'accord avec vous. Ils ne seront pas d'accord avec vous. C'est pas vraiment genre d'affaire, c'est juste pour rigoler. Justement, mais une toute dernière question, est-ce que c'est possible que ce soit héréditaire? Oui, c'est bien possible que ce soit héréditaire. J'ai dit qu'il y a des cas d'achalasie familiale, il y a des facteurs génétiques qui interviennent. Souvent, les facteurs génétiques du groupe HLA. Donc, c'est bien possible qu'il y ait une autre hérédité dans cette maladie. Docteur Martin Sopon, merci. Vous êtes hépato-gastro-entérologue au CNHU Bekoutoumaga de Cotonou. Merci beaucoup d'être passé sur la parenthèse. Allez, on va rire un peu. Docteur, vous restez avec nous pour rire? Encore plus, hein? Oui, on va continuer. Si ça ne va pas durer, parce que c'est mon jour de consultation aujourd'hui. Il y a toute une file de patients certainement qui vous attend. Oui. Alors, on va vous laisser partir. Et bon retour. Et allez, bonne suite de journée à vous. Vue sur le net, c'est avec Mylène Fanou.
Entre-temps, il nous a rejoint tout silencieusement Bruno Soali. Bonjour. Bonjour Herman, bonjour Mylène, bonjour Rebecca, je salue tous les téléspectateurs. Tu y es finalement arrivé. Finalement. Ça n'a pas été facile. Pas du tout alors. Est-ce que tu veux qu'on dise les bruits de couloir? Non, on va le dire après. On va faire le making-of après. Tout ce qui s'est passé avant. Ouais, on va faire le making-of lors du dernier numéro. On va partager ça avec les téléspectateurs lors du dernier numéro. Arrêtez, je vous en prie. Alors, on se met déjà en condition. Mylène, dites-nous tout sur ce que vous avez vu sur Internet. Oui, alors déjà vu sur le net, c'est l'ensemble, je dirais, de toutes ces vidéos, de toutes ces images délirantes, hilarantes qu'on a l'habitude de voir sur le net, qui circulent sur les réseaux sociaux, sur nos téléphones. Rebecca, tu le sais, tu maîtrises d'ailleurs si bien. Alors aujourd'hui, on parle de ce match Real Madrid contre Manchester City. Ah, Les Quand fans Mylène aussi sont là. fait du sport, Ah. quand Mylène fait du sport, il faut souhaiter regarder. Et il faut le dire, hein, j'aime mon équipe, évidemment, Bruno. Ah, Oui, le j'aime mon Real équipe. Madrid, j'imagine. Tu le sauras bientôt. Ah, d'accord. Alors, je vous propose une vidéo des supporters barcelonais qui prient pour que le Real Madrid perde contre Manchester City, c'est bien ça. Et ils prient vraiment, quel Dieu, je ne sais pas, mais quand même un Dieu qui a répondu ou pas à leur prière. On Ouais, le saura tout de La suite. prière a été exaucée apparemment. Une vidéo, pas une vidéo, une équipe de jeunes qui prient avec un devancier. Suivez. Alléluia, alléluia. Le combat est facile lorsqu'on connaît bien son adversaire. Maintenant, nous allons prier pour l'élimination du Real de Madrid en Ligue des Champions. Bien-aimés, si ces gens ici gagnent cette Ligue des Champions, je vous jure, on ne va pas boire de l'eau, on ne va plus respirer. Prions pour leur élimination. Prions. Papa, je suis en train d'éliminer le Real. Seigneur, on ne t'exige pas trop. Quels que soient les moyens que toi-même tu vas choisir. Varane. J'ai besoin de commenter cette vidéo un peu. C'est que quand vous regardez l'endroit, apparemment c'est très sérieux parce que là c'est une retraite spirituelle. Parce qu'ils ne sont pas en ville, ils sont carrément en brousse, donc c'était vraiment du sérieux. Et surtout, l'objet de la prière, c'est que si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, nous n'allons pas respirer. Donc, c'est-à-dire qu'il faut prier pour l'élimination pour avoir la paix. Parce que souvent, entre supporters du Real et du Barça, c'est très chaud. Et justement, après l'élimination du Real, voilà, c'est les gens du Real, les supporters du Real qui n'ont pas du tout eu la paix alors. Mais moi, je n'étais pas du tout contente. Herman, tu connais mon équipe et je suppose que Rebecca, toi, tu me soutiens parce que ces deux-là, ce sont des Barcelonais, c'est bien ça. Moi, je suis plutôt Bayern. Il est plutôt Bayern Munich. Malheureusement, tu n'as pas bien deviné. Il est plutôt Bayern Munich. Alors, on va suivre à nouveau une autre vidéo spéciale. Raphaël Varane. Exactement. Parce que tu en parlais justement en off. Oui. Raphaël Varane, oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 2 erreurs, vous le savez. Ah oui, Oui. tu as vraiment suivi le match. Ah, mais ouais. C'est le Real Madrid après Là, tout. c'est Bruno, on va dire qu'elle n'est il plus faut au qu'on sol, elle est commence. montée dans les airs. Ouais, qu'on ne commence pas à te séduire certains plateaux sportifs. Alors, suivez cette vidéo de quelques secondes et on revient. Donc, Raphaël, est-ce qu'on t'a envoyé ou tu es venu de ton plein gré? On va suivre une fois encore la vidéo parce que c'est passé très vite. Mais la réponse c'est quoi? Qui lui pose la question? C'est tonton Dama. Vraiment, le pauvre Varane, voilà, il a commis des erreurs dans un match aussi capital pour le Real Madrid et ça a coûté l'élimination. Et forcément, les supporters du Real ne sont pas du tout contents de lui. Mais ça arrive comme ça dans le foot. Voilà. Il y a des matchs où vous commettez des erreurs alors que c'est des matchs assez importants. Et les 2 buts, c'était dû à ses erreurs. Malheureusement. Le pauvre Varane, on va le dire ainsi. Le pauvre. Le pauvre, oui, Varane, le pauvre. Il a fait les frais, donc, des moqueries des supporters barcelonais qui étaient vraiment aux anges. Surtout que le FC Barcelone a battu Napoli après, donc, il est toujours en course d'ailleurs pour le titre. Et la crise actuelle, le coronavirus, fait rire. Certains, on s'habitue à vivre avec cette crise, donc il faut en quelque sorte apprendre également à s'amuser avec.
Et Apprendre à s'amuser, ça sera un peu compliqué, mais bon, apprendre à vivre avec, ça par contre, oui, on apprend déjà à vivre avec la maladie. apprendre à rire de quelque chose nous amène à bien la traverser, nous amène à bien la vivre. Absolument, c'est vrai. Alors j'ai trouvé un beau test sur le net. Une mère, il y en a plein d'ailleurs, qui demandent déjà à son mari de partager les terres. Donc vous suivez. Coronavirus là va nous tuer. Ce matin, mon oncle a toussé et sa femme lui demande de partager les terres aux enfants en même temps. Je reprends. Le On va sans coronavirus doute voir va l'image, nous oui. tuer. Et coronavirus, là, va nous tuer. Ce matin, mon oncle a toussé et sa femme lui demande de partager les terres aux enfants en même temps. Elle a peur. Elle a peur. Le coronavirus, c'est vite fait et bien fait, surtout quand on est vieux. Donc, la dame, elle craint déjà pour ses enfants. Il faut Surtout que, que l'avenir de ses enfants soit assuré. Par ces temps qui courent, ça fait pas bien de tousser en public. Pas du tout. D'éternuer non plus. Je dis, toi, déjà, tu as peur. Tu tousses automatiquement, on te demande attends, Non, qu'est-ce mais qui on se te passe? dit même Tu rien. On te bouges. regarde d'une certaine façon. Là, toi-même, tu comprends en même temps que bon. Voilà, c'est vraiment apparenté à ce que vous êtes déjà contaminé, c'est dans les têtes. En même temps, on vous Je te soupçonne dis, tout de je suite te que, dis. voilà, j'étais allé sur un terrain de reportage, donc il m'a plu d'éternuer comme ça. Donc, Il t'a plu de t'éternuer, hein? oui, voilà, ça Bon, m'est arrivé. l'envie, quoi. tu as eu envie de Voilà. Donc, je l'ai fait. Donc, voilà, comme c'est bien recommandé, mais les gens Dans la le creux ronde. du coude, malgré le fait que c'est dans le creux du coude. Les gens à la ronde, ils ont, voilà, chacun m'a regardé avec un regard bizarre. C'est comme si, est-ce que tu ne te rendrais pas à l'hôpital où on appelle le 136? En tout cas, ils se sont tous dispersés autour de moi, mais je me suis retrouvé seul. J'étais donc à l'aise Je comme ça. m'éloigne ou je reste. Mais il faut comprendre, c'est bien normal, c'est la peur. Personne ne veut mourir, on s'attache à la vie. On ne veut surtout pas mourir du coronavirus. Absolument. Nous voulons tous mourir dans notre lit à 90 ans ou 100 ans. Grâce à À Dieu, l'âge je joue canonique, sur à un âge terre. canonique en tout cas. Donc, c'est tout pour Vue sur le net d'aujourd'hui. Je vous promets de belles vidéos, de belles images. Déjà, quand, Herman? La prochaine fois, La prochaine vous fois. serez informés en temps utile. Restez donc accrochés. On reste donc sur le net avec Bruno qui nous a déniché un tuto. On fait donc un tour sur la tutosphère. Bruno, le tuto du jour, ça nous apprend quoi déjà? Beaucoup de choses. En fait, nous avons une compilation des objets que nous utilisons mal ou dont nous ne savons pas vraiment l'utilité ou la raison pour laquelle, la vraie raison pour laquelle ces objets sont là. Ou parfois, c'est des petits détails qui sont sur des objets ou des marchandises que nous achetons et qui sont en fait des codes d'information pour nous que nous maîtrisons peu ou pas du tout alors. Donc, nous allons apprendre cela. C'est aussi ça l'objectif de la rubrique Tutosphère que nous retrouvons pour la deuxième saison de la parenthèse. Donc voilà, chaque mardi et chaque jeudi, nous irons apprendre des astuces à travers des enseignements sur l'Internet. On va suivre donc la vidéo du jour pour pouvoir voir comment est-ce que cela se fait. Mais voilà, on va... Alors, avant de suivre la vidéo, Oui. Bruno, je vous propose plutôt qu'on se mette en condition. On va permettre à nos téléspectateurs de sortir leur calepin. On va permettre à tout le monde de se mettre en condition pour pouvoir suivre ce tutoriel qui nous apprend justement sans nul doute comment Les choses dont nous ignorons l'utilité ou Les choses, voilà. l'utilisation, l'usage. Alors, avant donc d'en arriver là, on va faire un tour au service commercial. Lui, il est là. Voilà. Allez, de faire un tour au service commercial et on revient juste après. Vous êtes chez vous et vos déplacements sont limités? Pas de souci. Commandez à distance via WhatsApp ou mail les prestations de l'ORTB. Où que vous soyez, faites diffuser vos spots publicitaires, vos communiqués, nécrologie et toute autre prestation en toute quiétude. 69 70 55 55, appel ou WhatsApp, disponible 7 jours sur 7. La direction des relations publiques, de loin, si proche de vous. On gâte le coin, prêt à enflammer la piste avec qui on va gâter le coin. Hey, je mets préservatif, kiss, le party est lancé, les meufs sont chaudes, toujours protégés, kiss bien le show, sourire de vainqueur, un regard protecteur, kiss toujours à...
6% de protection. Ce soir, il y aura plus de supposition. Y a pas de supposition, juste la loi de l'attraction. Ce soir, on est classé, fâché, glacé, kiss, toujours protégé. Kiss, toujours avec moi. Toujours sexy, toujours protégé. Papa, maman, je suis en colère contre ce virus. Calme-toi et respire lentement. Moi, je suis jaloux des voisins parce que eux, ils ont le droit de sortir et moi, j'ai pas le droit. Viens, on t'explique. Tout le monde ne réagit pas pareil à ce virus. Papa, maman, j'ai peur parce que tout le monde a un masque. Viens dans nos bras. Tu sais, le masque est là pour nous protéger. Papa, maman, je suis triste que tout soit plus comme avant. Viens à côté de nous pour nous en parler. Papa, maman, je m'ennuie de plus voir les copains. Viens, on va jouer ensemble et tu verras tes amis bientôt. Maman, papa, je suis trop content de retourner à l'école et de retrouver mes amis. On est content aussi pour toi. Maman, papa, je vous aime. Nous aussi, on t'aime. On parle et on m'écoute. C'est normal de ressentir beaucoup d'émotions en ce moment. Ce virus fait peur à tout le monde. Pour toute assistance aux enfants, appelez le 138. Ce message est un message de Médecins du Monde et du ministère des Affaires sociales dans le cadre de sa campagne de communication Plan riposte post-Covid-19. À la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIIC, nous accordons une attention particulière à l'industrie et au commerce, qui sont des piliers clés de la transformation économique du Bénin et de l'Afrique. Nous sommes une banque universelle et nous ouvrons nos portes aux petites et moyennes entreprises, de même que les particuliers et les grandes entreprises porteuses de projets structurants. Enfin, la BIC se veut un outil efficace d'accompagnement des politiques économiques et de développement de notre pays. Aujourd'hui, le développement de la filière thermique s'est traduit par la réalisation de la centrale de Maria Gleta 2, qui, prévue pour débiter 120 MW, débite en réalité autour de 128 MW. Quand on diversifie, c'est-à-dire que la population a l'autonomie énergétique, c'est-à-dire que ça permet les activités créatives de revenus. Nous résolvons déjà, et puisque les enfants auront de l'électricité pour aller à l'école, donc on règle déjà le problème de la scolarité, vous voyez. Nous sommes au moins à 50% d'autonomie. Nous allons pouvoir aller, comme le gouvernement, à travers le programme d'action du gouvernement, l'a affiché, à une autonomie totale. La vision du gouvernement, c'est de faire du Bénin un pays à même d'assurer son autonomie énergétique. Énergie au Bénin. L'ORTB, pas sans vous. Aujourd'hui, la ville de Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, offre une illustration assez représentative de ces drames. Dans cette ville cosmopolite, le phénomène des filles mères s'est accentué au fil du temps pour diverses raisons, tant économiques, historiques que culturelles. C'est surtout durant la période coloniale que Bobo a connu l'explosion de cette situation, parce que Bobo-Dioulasso était une ville militaire, c'était le deuxième camp militaire pour toute l'Afrique de l'Ouest. Il y avait près de 3000 militaires ici à Bobo-Dioulasso, dont des Français et des Noirs venant du Sénégal, du Soudan actuel, même du Niger, de la Mauritanie, de la Côte d'Ivoire, etc.
Et le phénomène a pris de l'ampleur à un moment donné, bon, sans compter aussi les raisons culturelles. L'ORTB, pas sans vous. Aujourd'hui. Beaucoup de signes du Fa permettent de reconnaître le Torosu. Seuls les devins peuvent aider à reconnaître la présence du Torosu. 10h30, 11h. Dans de pareilles circonstances, on ne cesse de consulter les oracles et de prier. C'est pareil aujourd'hui. Les officiers ont longtemps fouillé. Ils ont dû faire recours au roi qui a envoyé des colas bénis pour supplier les divinités. Ce n'est jamais un hasard. Je ne vais pas me mettre à tout expliquer ici. L'ORTB, pas sans vous. Mercredi. Économie béninoise, 60 ans après, performance et défis, c'est le sujet du premier panel de cette émission. Comment se porte aujourd'hui l'économie béninoise? Sur les 20 dernières années, c'est la première fois que de façon consécutive, sur 3 ans, nous réalisons un taux de croissance de plus de 5%. Alors, nous allons passer à présent à ce que l'on a fait dans le domaine du numérique. C'est un vrai joyau ce que l'on a. On peut être très très fiers. On a dématérialisé par exemple l'obtention des attestations de pension. En 1 minute, vous recevez automatiquement et de façon sécurisée. Vous avez par exemple le casier judiciaire qui était le plus demandé. Donc vous n'avez plus à vous déplacer. Ce sont des actes concrets. Alors autant d'actes qui ont été mis sur pied. C'est un vrai joyau ce que l'on a. On peut être très très fiers. L'ORTB, pas sans vous. Retour sur la parenthèse, voilà, avec Bruno Soali pour son tutoriel qu'il nous propose aujourd'hui. Bruno, on est de retour. On y va tout de suite, on va apprendre juste beaucoup de choses sur des objets qu'on utilise parfois au quotidien, mais dont on ignore véritablement le sens de l'utilisation ou des détails qui sont sur ces objets-là, dont on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Si vous avez un cadenas en acier, vous trouverez forcément un petit trou au bas de celui-ci. Vous savez à quoi il sert? Eh bien, il sert à dégager de l'eau si la pluie tombe, afin de prévenir la rouille ou l'humidité. Si vous achetez des vêtements de luxe, vous trouverez un morceau de tissu supplémentaire dans chaque vêtement pour tester l'effet de votre produit de lessive avant le lavage, afin de ne pas causer de dommages. On achète tous des gobelets en plastique pour les fêtes, les anniversaires ou pour n'importe quelle occasion où nous n'avons pas envie de casser notre vaisselle. Mais avez-vous remarqué qu'ils possèdent tous des petites lignes sur leur pourtour? Savez-vous pourquoi ces petites lignes existent et à quoi elles servent? La plupart croient que c'est pour rendre le gobelet plus beau, plus résistant ou plus sûr. Il se trouve toutefois qu'elles sont réalisées pour une raison très pratique. L'entreprise qui les fabrique a fait part de la signification de son design en indiquant le pourquoi de ces lignes et leur but. Le gobelet est tracé afin de créer des limites au moment de servir les boissons. Par exemple, la ligne inférieure est destinée aux liqueurs comme la vodka, la tequila ou le whisky. La seconde ligne est pour n'importe quel type de vin, qu'il soit rouge ou blanc. Quant à la dernière ligne, elle sert simplement à modérer la quantité de bière servie. Décidément, tout a une utilité, même ce petit trou dans la languette des canettes que vous achetez. Un trou qui a été mis au point au début des années 90 dans le but d'y coincer une paille. Vous avez déjà dû remarquer que les pailles ont une fâcheuse tendance à remonter du soda et à tenter de s'échapper. Vous savez maintenant qu'il vous suffit de glisser la paille dans le trou de la languette et le tour est joué. Ceux qui ont goûté une sucette savent déjà qu'à la fin, il y a un petit trou dans la pointe du bâton. Vous avez cru que c'était peut-être une erreur de fabrication de la sucette ou une autre chose, comme par exemple un cure-dent, je ne sais pas. Ce trou est fait exprès et calculé. Tout cela pour éviter que la sucette qui est sur la pointe ne décolle pas du bâton. Parce que le trou dans le bâton est comme si c'était une espèce d'emboîtement pour que le caramel y reste. Si le bâton était lisse, les chances pour que la sucette se détache seraient plus grandes. Avant de continuer, il est temps de tester vos capacités en répondant à la question du jour. Et aujourd'hui... Voilà Bruno, on en a beaucoup appris. En tout cas moi personnellement, je ne savais pas par exemple que
pour les gobelets dans lesquels on prend les Ouais, liqueurs. les il y gobelets avait en eu- plastique surtout, Ouais. on sait qu'il y a des verres, pour que ce soit de l'eau, que ce soit du vin, que ce soit du whisky. Mais là, dans un verre plastique, on ne savait pas que les différentes délimitations, il y en a pour la bière, il y en a pour le whisky, il y en a pour le vin. Là, vraiment, non, on voyait ça beaucoup plus comme un accessoire de design. Voilà, c'est du design pour juste embellir le verre. On ne savait pas aussi, je ne savais pas aussi que au bas du cadenas, il y a l'entrée pour la clé, il y a le port de la clé pour donc ouvrir le cadenas, mais il y a souvent un autre trou, on ne savait pas que c'était un conduit d'eau, en tout cas, pour faire couler l'eau en cas de pluie. Donc, vraiment, il faut des tutos comme ça pour pouvoir découvrir encore plein de choses, se rendre compte que, on ne connaissait pas tout. Mylène, tu en as certainement beaucoup appris. Oui, c'est tout nouveau pour moi. Déjà, je te remercie. Je ferai plus attention désormais à tout ce que j'ai chez moi à la maison. Tutosphère nous apprend beaucoup. Becca? La voisine a donc raison. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Alors, messieurs, dames, on va s'intéresser à un sujet assez particulier. C'est bien sûr le trafic d'enfants. On installe le talk. Alors, le trafic d'enfants, on le sait, c'est puni, c'est un phénomène puni par la législation béninoise, mais malgré cela, des personnes continuent d'enfreindre à la loi. Ils en sont même allés, ils sont sortis du périmètre béninois. Ils se sont rendus, eux, au Congo-Brazzaville, où ils ont amené des enfants, des mineurs, et justement, ils ont été arrêtés, présentés à la justice. Depuis 1 an, ils sont écroués dans une prison brazzavilloise. On suit ce reportage qui nous renseigne davantage. C'est une affaire qui oppose l'État congolais à travers le ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité à 6 ressortissants béninois. Incarcérés depuis près d'1 année, ces accusés sont poursuivis en justice pour avoir effectué le trafic d'enfants béninois dont les années de naissance varient de 2002 à 2006 et de les avoir privés de scolarité et de liberté, chose que la législation congolaise condamne conformément à la loi numéro 22 de 2019 portant lutte contre la traite des enfants. Au cours de l'audience, ces accusés qui ne disposent ni de carte de séjour ni de carte de commerce ont affirmé que les us et coutumes du Bénin leur permettent de faire entrave aux droits et libertés des enfants en leur privant d'aller à l'école pour les initier au commerce ou autres métiers dès le bas âge. Bientôt, nous allons passer à l'instruction et c'est au regard des éléments de l'instruction que l'on pourra dire s'ils pourront être retenus dans les liens de la prévention ou non. Il s'agit là seulement d'une étude de la personnalité, ça n'a rien à voir avec les éléments constitutifs de l'infraction. En ce qui concerne la culpabilité, on tiendra compte des éléments constitutifs et non des antécédents de trafic d'enfants. Parce que c'est une infraction qui est prévue et punie, la loi qui protège l'enfant en République du Congo. Un échantillon de ces enfants a été présenté à la Cour en présence d'un agent du ministère des Affaires sociales, de l'action humanitaire et de la solidarité. Ces enfants qui attendent un rapatriement dans leur pays d'origine ont été placés dans un orphelinat. Cette audience, qui a été suspendue, poursuit actuellement son cours après l'étape de l'enquête de moralité. Voilà donc un reportage qui nous renseigne davantage, ou qui vient planter le décor de la discussion. Et pour en parler sur ce plateau, nous avons Maître Huguette Bopé Nyakadia, avocate au barreau du Bénin, consul honoraire de la Norvège. Elle est également membre de l'association des femmes avocates du Bénin, AFA Bénin, une association qui défend beaucoup la femme ou les femmes et les enfants, la veuve et l'orphelin, comme on le dit si bien. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Je salue tout le plateau. Bonjour. On espère pouvoir tirer beaucoup de votre science, n'est-ce pas? Alors, chers chroniqueurs, on vient de suivre tout ce sujet. Mylène, dites-nous, qu'est-ce qui peut favoriser le fait que ce phénomène ait encore la peau dure malgré toutes les sensibilisations? Déjà, la recherche du meilleur pour ces enfants.
les parents qui veulent le meilleur pour ses enfants et ce meilleur est peut-être ailleurs. Et tu vois plus dans nos villages. Je me dis, la sensibilisation va peut-être dans nos villages, mais est-ce qu'eux, ils ont vraiment compris? Non, ils se disent peut-être que le meilleur est à Cotonou ou c'était bien au Congo, je crois. Ça, c'est au Congo, oui. Exactement. Au Congo. Le meilleur est peut-être au Congo. Donc, même avec le consentement du parent, le parent se dit peut-être mon enfant là-bas aura droit à l'école, droit à un repas équilibré et autres. Donc, il envoie les enfants malgré tout ce qui se passe. Bruno? Ouais, je pense que c'est d'abord, il y a cette méconnaissance des parents, des textes aussi, parce qu'en voulant le faire, si vous savez que vous êtes en train d'enfreindre la loi, c'est sûr que voilà, vous allez prendre les freins en main. Mais il y a aussi parfois la recherche du gain facile, parce que parfois les parents aussi, en le faisant, en fait, c'est le retour financier qu'ils ont après, de laisser par exemple leur fille partir, leur enfant partir vers des destinations parfois qu'ils connaissent très peu eux-mêmes, mais derrière, parce qu'ils ont des promesses de ce qu'ils auront des retours par rapport à ce que l'enfant pourra faire là-bas, etc. Donc, parfois, on se lance dedans. Et il y a aussi, je dirais, l'influence de nos mentalités parfois, où lorsque vous prenez le trafic d'enfants qui implique deux pays, on a vu des rapports sur le trafic d'enfants entre le Bénin et le Gabon, entre le Bénin et le Congo. Il y a des pays comme ça qui ont eu de ces liens-là comme ça. C'est pas officiel, mais les rapports le démontrent. C'est que parfois, on se dit que voilà, ailleurs, il y a mieux que chez nous. Et donc, le mirage. Le mirage. Donc, il y a tout ça. Alors, Rebecca, il y a un aspect particulièrement qui m'a intéressé dans le reportage, c'est que dans leurs propos, ces 6 Béninois, ces 6 compatriotes malheureusement écroués à Brazzaville, estiment ou du moins ont affirmé que dans les us et coutumes du Bénin, c'est une pratique qui a reconnu donc pépère. On peut se le permettre, on peut se la couler douce, on ne dit rien à personne. Est-ce que selon vous, c'est une méconnaissance des tests ou c'est quoi selon vous? Oui, c'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure, c'est une méconnaissance en premier lieu des tests. Et ils ont dit certainement ça parce que oui, on a vu par le passé que au Bénin, où il y a des années très très lointaines, les parents, Mylène le disait tout à l'heure, les parents pensent que c'est à Cotonou, quand on est par exemple dans le nord Bénin ou dans le Zouan, on pense que c'est en ville, c'est à Cotonou ou à Calavi, dans la métropole, qu'il y a la belle vie et que leur enfant peut se réjouir et construire un bel avenir. Moi, je dirais que le trafic des enfants, il y a 2 sortes. Mylène a dit tout à l'heure, il y a des parents qui envoient leurs enfants. Mais il y a aussi, en toute conscience, il y a aussi que des parents, il y a un oncle par exemple qui rentre de la France ou qui rentre de l'étranger et qui vous dit, mais là-bas, il y a la belle vie, moi je vis très bien, j'ai les moyens pour prendre soin de vos enfants. Et le parent, oui, qu'est-ce qu'on recherche? On veut le bien pour son enfant, on envoie l'enfant. En se disant, oui, une fois là-bas, le parent en question va le mettre dans une école, il sera instruit et deviendra quelqu'un de grand. Donc, parfois, les parents aussi ignorent ce qui va se passer après et ils envoient les enfants. Et plus tard, ils se rendent compte qu'en fait, mon enfant est allé là-bas, mon enfant est exploité, mon enfant n'étudie pas, mon enfant est devenu autre chose. Donc, voilà. Moi, je pense qu'il y a 2 sortes et je pense aussi que... Maître Saïzonou va nous édifier. Maître Bokwe Kadia. Maître Bokwe Kadia, mes excuses, va nous édifier. Alors, Maître, justement, est-ce qu'il y a des facteurs historico-sociologiques qui favorisent ce phénomène au Bénin? Oui, moi je pense que oui. Vraiment, quand j'ai entendu ces propos-là, j'ai été d'abord énervée, puis après, je me suis interpellée moi-même. Je me suis dit que finalement, ce qui est très important dans ces choses-là, c'est la perception. Ce qui a été dit par ces personnes-là, c'est donc la perception qu'ils ont de l'environnement juridique béninois, de l'environnement social béninois. Et je me dis, il y a certainement encore quelque chose qu'on n'a pas encore fait ou qu'on fait mal. Mais au-delà de l'indignation, il faut aller vers l'interrogation. Dans notre culture en Afrique, l'enfant, c'est un peu l'enfant de tout le monde.
on estime qu'un enfant qui est issu d'une famille, la conception élargie que nous avons de la famille est favorable au fait que l'oncle peut éduquer l'enfant, la tante peut éduquer l'enfant, le voisin peut éduquer l'enfant. Je crois que tout est parti un petit peu de là, où l'enfant est un peu l'enfant des autres aussi, où on estime que ce n'est pas seulement les membres, père et mère de l'enfant, ce n'est pas la famille biologique de l'enfant seulement qui est habilitée à l'éduquer. Du coup aussi, toujours dans cette ambiance de famille élargie, on confie volontiers son enfant à un frère, à un cousin, à un neveu. C'est ça en fait notre culture. C'est pas une culture à jeter. Il faut se battre contre les revers de cette culture. Il faut se battre contre l'utilisation abusive de cette culture. Pour moi, c'est une richesse. Mais seulement qu'elle a évolué vers une forme d'exploitation de l'enfant. Cela vient aussi du fait que, excusez-moi, la valeur que normalement notre culture accorde à l'enfant, ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire que tout se décide aussi sans jamais demander l'avis de l'enfant. Quand on veut placer un enfant chez un parent, on lui dit pratiquement rien. C'est peut-être la veille qu'on lui dit, bon, ben, tu vas partir. Ou alors l'enfant entend les parents parler de lui pendant un bon bout de temps, mais personne ne lui dit ce qui va se passer. Dans ce cas, vous avez parlé de deux facteurs. Celui du mieux-être que les parents recherchent pour leurs enfants en les confiant à des personnes qui sont apparemment des personnes de confiance. Il y a aussi la part du gain. Vous voyez, les enfants dont on a parlé, ce sont des enfants qui en fait sont des domestiques, de femmes commerçantes. Donc elles les utilisent, elles ont dit, généralement les gens disent que c'est pour leur apprendre le commerce, mais en réalité, ce n'est pas vrai. C'est pour les utiliser pour son commerce à soi. Et on estime que pendant qu'on les utilise, quelque part, elles apprennent quelque chose. Ce qui est frappant, c'est l'idée que des Béninois, soit par mauvaise foi, soit effectivement par ignorance, se font et véhiculent de l'environnement socio-juridique du Bénin. Ils disent que ici, c'est un peu comme si les coutumes, quand on met en conflit la coutume et la loi, c'est la coutume qui l'emporte, alors que c'est faux. Nous avons tout un arsenal juridique et on ne manque pas de faire de la sensibilisation. Mais je me demande si on fait suffisamment de sensibilisation. On a des lois nationales. Alors, maître, que dit la loi? Alors, nous avons d'abord le code de l'enfant et nous avons également le code pénal. Le code de l'enfant est clair, il interdit la traite de l'enfant, il interdit l'utilisation, déjà le déplacement de l'enfant sans autorisation. Ensuite, et c'était avec des personnes qui eux-mêmes n'ont pas de pièce d'identité. Donc c'est vraiment du déplacement d'enfants sans l'autorisation de personne, illégal, illicite. Donc le code de l'enfant interdit ce trafic. On ne doit pas déplacer les enfants, on ne doit pas utiliser les enfants à des fins d'exploitation. Vraiment, je ne peux pas tout citer, mais il y a des dispositions, même sur les villes au Mégon, aujourd'hui, le Code de l'enfant a des dispositions qui définissent le vide au Mégon, tout enfant vivant hors de sa famille d'origine est placé auprès d'une tierce famille, qui crée des obligations pour la famille d'accueil. Et dans ces obligations-là, il y a l'éducation. Donc, quand on entend les personnes là dire que nos coutumes permettent de priver, enfin, de ne pas mettre un enfant à l'école et de lui apprendre plutôt une activité commerciale, c'est faux. Le Code de l'enfant l'interdit. Ils ont l'obligation, les enfants placés, article 219, doivent être inscrits à l'école. C'est quand ils ont dépassé l'âge de la scolarisation qu'on doit les mettre dans une formation pratique de qualification professionnelle. En aucun cas, ils ne peuvent être utilisés comme personnel domestique. Alors oui, Mylène? J'ai une question pour vous. Je sais que vous faites assez de sensibilisation autour. Moi, déjà, avec ce que j'ai suivi, j'ai compris déjà qu'elles ne savent pas que
ce qu'elles sont en train de faire n'est pas permis, que c'est un trafic, elles ne le savent pas. Maintenant, la sensibilisation, est-ce qu'elle se fait dans nos langues à nous? Parce que j'ai plutôt l'impression qu'elles ne maîtrisent pas les droits. Donc, aller en profondeur et faire la sensibilisation en langue. J'aimerais savoir si ça se fait. Bien sûr. Moi, quand je vais faire de la sensibilisation dans des milieux où on ne parle pas français, je parle fond, je parle goût, je parle mina. Bon, je ne comprends pas le yoruba, il y a des langues que je ne comprends pas. Mais c'est bien en fond que nous faisons la sensibilisation. Et en fait, vous savez, il y a ceux qui sont sensibles, si je puis dire, à la sensibilisation et à ceux qui estiment que non, nos enfants nous appartiennent, on en fait ce qu'on veut, vous pouvez toujours causer. Alors, maître, quel est justement l'état des lieux de la sensibilisation, de l'assimilation, je veux dire, de ces tests-là par les populations locales, qu'elles soient en milieu urbain ou en milieu rural? Moi, j'estime qu'on fait tout le temps de la sensibilisation. Maintenant, quand j'entends ce genre de choses, je me dis, soit il n'y a pas assez de sensibilisation, soit aussi, ça peut être de la mauvaise foi, parce que devant la loi, c'est facile aussi de dire « je ne savais pas ». Quand on ne sait pas que nul n'est censé ignorer la loi non plus. Donc, peut-être pas assez de sensibilisation, mais on en fait déjà tellement. Je ne sais pas s'il faut un quadrillage systématique de tout le pays pour refaire un tour. On n'arrête pas de faire des tours. Le gouvernement, par le biais des ministères sectoriels, aussi bien que la société civile, ne cesse de sensibiliser. Mais je pense qu'il n'y aura jamais un moment où on va arrêter de sensibiliser pour appliquer la loi. Il faut appliquer la loi et continuer de sensibiliser. Alors, je pense que l'un des facteurs les plus inquiétants, c'est que ce phénomène soit devenu aujourd'hui comme pratiquement une pratique de notre culture. En fait, c'est ce qui rend la chose plus compliquée. On a quelque peu légitimé ça dans notre culture. Dans notre culture, et au point même, on a trouvé des expressions vidomégon, donc voilà, pour désigner la chose. En plus, c'est tellement pratiqué qu'aujourd'hui, les gens le font au vu et au su de tous. Ce n'est pas dénoncé dans la plupart des cas. Vous avez parfois des voisins qui ont, je ne sais pas, quelqu'un à côté d'eux qui détient un enfant, qui maltraite l'enfant à longueur de journée, mais qui n'en parle pas parce que c'est devenu comme une culture. On vous dit que voilà, ce n'est pas votre enfant, c'est notre enfant. Donc, vous voyez des scènes tellement et vous vous demandez véritablement dans quelle société nous sommes. Vous voyez même en ville parfois, en circulant, des gens qui laissent des messages postés, bien lus, en gras et tout ça, que si vous avez besoin de domestiques, de contacter tel numéro. Vous avez maintenant des démarches. C'est devenu pratiquement une profession. Alors, le démarchage d'enfants n'est pas puni par la loi. Bien sûr, ça fait partie du trafic d'enfants. En fait, moi, je pense qu'il y a deux choses à faire. Il faut continuer de sensibiliser, mais il faut appliquer la loi. Mais justement, est-ce qu'il faut le réflexe de la dénonciation naît de ce que l'on est soi-même sensible, qu'on est sensible à la sensibilisation. Mais rien ne vaut d'appliquer la loi de façon systématique. C'est vrai qu'il y a parfois de gros dilemmes. Quand, par exemple, en général aussi, quand les gens ne dénoncent pas, c'est parce qu'ils se disent, si on prend l'enfant là à ses parents, il va rester où? Parce qu'on a aussi ce problème. C'est-à-dire, si on devait ramasser tous les enfants trafiqués de la rue, où est-ce qu'on les mettrait? Les structures ne sont pas suffisantes, les structures ne sont pas forcément adaptées, parce que quand un enfant fait l'objet de trafic, qu'on le prend, qu'on le met quelque part où il n'est en contact non plus avec personne, où il est un petit peu délaissé, où il est quelque part où, avec les moyens que l'ONG ou la structure a, elle fait comme elle peut, l'enfant devient plus malheureux. Donc, je pense qu'il y a trois choses à faire. Simultanément, sans continuer de sensibiliser. Les textes sont là. Si on peut faire toute une séance où je vais vous dire tout ce que la loi dit. Non seulement on a des lois, mais on a aussi des conventions. On a des conventions internationales, on a des conventions régionales. On a une charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant avec des recommandations précises que l'Union africaine a faites par rapport à chaque État et qui ont été suivies par le Bénin, puisque c'est de là qu'est né le Code de l'enfant. Le Code de l'enfant a vraiment pris en compte toutes les recommandations qui ont été faites par les conventions, aussi bien par les conventions que par... il y avait eu un rapport, il y avait une dame, rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de la vente d'enfants qui était venue, qui a fait des recommandations. Donc la loi est là, il faut l'appliquer. Il faut continuer de sensibiliser et il faut accroître
les lieux d'accueil des enfants qui font l'objet de ces... Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire de l'apprentissage par l'exemple et la punition, la médiatiser? Parce que malheureusement, lorsque nous étions en train de préparer cette émission, le reportage qu'on a joué tout à l'heure, on se rend compte que l'audience a été filmée. Ou du moins, oui, l'audience a été, le procès a été ouvert aux journalistes. Nos confrères qui ont filmé la séance ont laissé les gens à visage découvert, mais pour raison de déontologie, on a dû flouter quand même leur visage parce que pour le moment, ils sont encore supposés accusés. Enfin, ils sont encore supposés. Il y a des enquêtes de moralité. Et même s'ils ont été accusés, l'accusé aussi a des droits. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quand on sanctionne quelqu'un, est-ce qu'il ne faut pas faire de la médiatisation autour, peut-être pas dire le nom de la personne, mais dire oui, telle personne a été condamnée parce qu'il a fait tel, et justement déjà dans sa communauté immédiate, ça fait tache d'huile? Je pense qu'il faut faire savoir. Je pense que de façon périodique, il faut pouvoir dire publiquement que telle juridiction de telle commune ou de telle zone a rendu un certain nombre de décisions qui ont condamné, qu'il faut dire les peines dont ces personnes ont été frappées, sans forcément donner des noms comme vous dites, mais il faut qu'on sache qu'on punit, tout comme on sait maintenant qu'on punit. Quand on viole une femme, quand on met enceinte une fille dans les écoles et autres, il faut qu'on sache que quand on exploite un enfant mineur, il faut qu'on sache qu'on est puni par la loi et qu'on est puni de telle peine. Est-ce qu'au Bénin, il y a déjà des décisions qui ont été rendues dans ce sens? Bien sûr. Où des gens ont été déjà punis? Bien sûr, il y a des décisions. Je ne peux pas les citer de mémoire, mais Dieu merci, à AFA Bénin, on fait en quelque sorte des compilations de décisions de justice qui ont été rendues. On aura peut-être l'occasion. Et les peines sont généralement comprises entre, on va dire, entre 5 et 1 an pour les dispositions du Code de l'enfant. Mais avec maintenant le nouveau Code pénal, la disposition du nouveau Code pénal sur le placement de l'enfant, je pense que c'est une peine de... Attendez, je vais donner un exemple. C'est une peine qui va de 10 à 20 ans. 10 à 20 ans. Article 500, la traite d'enfants, la traite des personnes est punie de la réclusion criminelle à temps de 10 à 20 ans. Donc, il faut qu'on sache que les peines sont lourdes. En fait, le Code de l'enfant a nomenclaturé les différentes formes, on va dire, de trafic auxquelles sont affectées un certain nombre de peines. Le temps ne suffit pas pour entrer dans les détails. Justement, on va sans doute consacrer un autre plateau spécialement sur les dispositions légales et comment accroître la sensibilisation autour de ce phénomène qui malheureusement constitue encore une gangrène dans notre culture. Maître, on sait que vous avez un agenda très chargé, vous devez vous rendre tout à l'heure, je crois bien, au tribunal, mais est-ce qu'on peut vous emprunter encore 5 petites minutes pour le bouquet final, le plateau final? C'est le quiz. Alors, maître, c'est vrai que c'est vous qui avez l'habitude de poser des questions, mais aujourd'hui, c'est nous qui allons vous poser quelques petites questions. En tout cas, vous allez vous constituer en équipe avec la charmante dame qui est à votre droite. C'est pour le quiz. Je vous explique très rapidement le concept. Je donne des indices et la première équipe à avoir trouvé, soit le nom ou la réalité adéquate remporte le point. Et ces 5 petites questions, ça se fait en 5 minutes, le temps de vous laisser filer très rapidement pour votre rendez-vous. Alors, première question, équipe A, équipe B. Est-ce qu'on est d'accord pour le principe? Mylène Bruno a gagné hier, est-ce que tu t'en souviens? Allez, qui suis-je? Je suis né le 23 mars 1918 à Ouidah. D'un père instituteur, je choisis cependant de faire des études de médecine. Diplômé de l'école de médecine de Dakar en 1940, j'exerce pendant plusieurs années en Côte d'Ivoire et au Dahomey, actuel Bénin. Militant de toujours de l'unité africaine, j'étais présent... Émile Dernier-Zissou. Joli. Émile Dernier-Zissou. Très bien. Allez, je finis l'indice. Militant de toujours de l'unité africaine, j'étais présent à Bamako au congrès
des fédéralistes en 1959, présents aux conférences d'Accra en 55 et 58, et aussi à Ibadan en 59, lesquelles conférences vont aboutir à la création de l'OUA, ancêtre de l'UA, conseiller de l'Union française, sénateur, ministre après la proclamation de l'indépendance. J'ai occupé les fonctions de président de la Cour suprême, de premier ambassadeur du Dahomey à Paris, de ministre des Affaires étrangères et enfin de président de la République du Dahomey. J'ai tiré ma révérence le 28 juillet 2016 à l'âge canonique de 98 ans. Je suis Émir Delin Zissou, un point pour l'équipe B. Allez, deuxième question. Qui suis-je ou que suis-je? Arc en béton et bronze. Je fus érigé en 1995 à l'initiative de l'UNESCO et commémore la déportation de millions de captifs mis en esclavage en direction des colonies d'outre-Atlantique dans la traite négrière. Si c'est une bonne réponse, vous remportez votre deuxième point. Est-ce une bonne réponse? Eh oui, c'est une bonne réponse. 2 points pour l'équipe B. Équipe A, réveillez-vous s'il vous plaît. Équipe A, réveillez-vous. Témoin vivant et douloureux du commerce des Noirs, je marque la fin de la route de l'esclave. Je suis situé sur les bords du littoral béninois. Je suis la porte du non-retour à l'image. Troisième question. Qui suis-je? Je suis né le 17 avril 1929 et mort le 17 août 1981 à Dakar. J'ai été élevé dans un milieu musulman traditionnel par mes grands-parents maternels après la mort de ma mère. J'obtiens mon diplôme d'institutrice en 1947, puis j'enseigne pendant 12 ans. Je suis, restez attentifs, je suis une femme de lettres. Dans mon œuvre, j'ai critiqué les inégalités entre hommes et femmes à cause des traditions africaines. Je suis l'auteur de l'ouvrage Une si longue lettre. Mariam Abba. Un point pour l'équipe A. mais non, je l'ai dit avant elle, hein. Non, un point pour l'équipe. Non, un point pour l'équipe A. C'est sûr, moi je suis pas quiz le matin. Ça c'est certain. Allez, quatrième question. Je suis défini comme la période comprise entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers documents écrits. Mes débuts sont situés il y a environ 3 ou 5 millions d'années. J'ai cessé d'exister dès qu'apparut l'écriture. Je comporte au moins 3 grandes étapes qui reflètent l'évolution technique de l'humanité. Le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Je suis la période qui précède l'histoire. L'âge de la cahier. La préhistoire. Bon, vous voyez, pas du tout. Excuse-moi. 2 points pour l'équipe A. On est à 2 partout. La préhistoire, oui, ils ont donné la préhistoire. 2 points pour l'équipe A. Alors, dernière question qui va sans doute nous départager. Je crois on a encore quelques 45 secondes. Qui suis-je? Personnage mythique marqué dès mon enfance par la disparition de mon père et la pauvreté. J'oriente alors ma croyance en la bonté humaine, le respect des autres et la discipline de soi. Dès l'âge de 17 ans, je développe un amour pour les livres et les rites. J'ai développé un système de philosophie morale très élaboré dans lequel la subjectivité accueille avec modestie sa destinée et traite autrui avec prévenance. Je suis considéré comme le Socrate chinois, auteur de la célèbre citation que j'affectionne si tant avec... Confucius. Si c'est une bonne réponse, vous allez remporter la partie. Bravo les jeunes. Et c'est une bonne réponse, bravo vraiment les jeunes. Merci maître d'être resté avec nous pour jouer. Vous avez un agenda très chargé, mais malgré ça, vous êtes venu, vous avez honoré votre rendez-vous sur la parenthèse. Ça nous fait vraiment plaisir, ça nous fait chaud au cœur. C'est moi qui vous remercie et tout ça, ça rafraîchit aussi mon esprit. N'est-ce pas, maître? Et j'espère vraiment que cette perception qu'on a de des droits de l'enfant va changer. Merci beaucoup, maître. Merci également à vous, chers chroniqueurs, madame, monsieur. Cette émission, la parenthèse de ce jour, mardi 11 août, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Si vous l'avez fait depuis 7 heures, on se retrouve demain quand il sonnera exactement 7 heures. D'ici là, portez-vous très bien parce que vous le savez, sans vous, nous n'existons pas.